La salle du notaire était étouffante, imprégnée d'une tension palpable qui faisait vibrer l'air comme une corde tendue à se rompre. Sophie, assise au bout de la table en chêne poli, sentait son cœur battre à tout rompre tandis que son frère aîné, Marc, vociférait contre le document fraîchement ouvert. « C'est impossible. Papa n'aurait jamais fait ça, hurla-t-il, les veines saillantes sur son front. Mais le notaire, impassible, confirma d'une voix neutre, le testament léguait la majeure partie de l'héritage à une certaine Camille Laurent. Une parfaite inconnue pour la famille. Sophie blêmit. Ses mains tremblantes serrant les accoudoirs de sa chaise, elle savait exactement qui était Camille. Et cette révélation allait tout faire exploser. Les minutes suivantes furent un chaos absolu. Leur mère, Élise, fondit en larmes, accusant Sophie d'avoir manipulé leur père mourant. « Toi et tes secrets. Que as-tu fait pour qu'il en arrive là ?» s'écria-t-elle, les yeux rougis par le chagrin et la rage. Marc, quant à lui, se tourna vers Sophie avec un regard assassin, comme si elle était responsable de cette trahison posthume. Sophie, 28 ans, avocate brillante dans un cabinet parisien, avait toujours été la préférée de son père. Mais ce legs inattendu à Camille, sa compagne secrète depuis 2 ans, la plaçait au centre d'une tempête qu'elle n'avait pas anticipée. Elle avait gardé leur relation cachée, terrifiée par les réactions familiales. Et voilà que son père, dans un dernier acte de soutien silencieux, avait forcé la vérité au grand jour. Sophie se leva brusquement, le souffle court, et quitta la pièce sans un mot, ignorant les cris qui la poursuivaient. Dehors, sous la pluie fine de Paris, elle composa le numéro de Camille, les doigts engourdis par le froid et l'angoisse. « Ils savent tout maintenant » murmura-t-elle quand Camille décrocha, sa voix brisée par l'émotion. Camille, de l'autre côté de la ligne, resta silencieuse un instant, puis répondit doucement, « Je viens te chercher. On affronte ça ensemble. » Mais Sophie savait que ce n'était que le début, les conflits internes qui la rongeaient depuis des mois, le poids du secret, la peur du rejet social. Les doutes sur sa propre identité allaient se déchaîner avec une violence inouïe. Remontons quelques mois en arrière, pour comprendre comment tout avait commencé. Sophie avait grandi dans une famille bourgeoise du 16e arrondissement, où les traditions catholiques et les apparences primaient surtout. Son père, un entrepreneur prospère, avait toujours encouragé son ambition. Mais sa mère et son frère incarnaient le conservatisme rigide qui étouffait toute déviance. À 26 ans, lors d'une exposition d'art contemporain à la Galerie Lafayette, Sophie avait rencontré Camille, une peintre talentueuse de 30 ans, aux origines modestes d'une banlieue lyonnaise. Leur connexion fut immédiate, un échange de regards, une conversation passionnée sur l'art et la vie. Et bientôt, des rendez-vous clandestins qui firent naître un amour profond et interdit aux yeux de sa famille. Au fil des semaines, Sophie se surprit à mentir pour la première fois de sa vie. Elle annulait des dîners familiaux pour passer des nuits chez Camille, dans son atelier rempli de toiles vibrantes et de l'odeur de peinture fraîche. « Je t'aime » avait avoué Camille un soir, sous les lumières tamisées de Montmartre. Et Sophie avait répondu par un baiser fervent. Mais au fond d'elle, une voix insistante murmurait, « Et si ça détruit tout ?» Les pressions sociales étaient omniprésentes, dans son milieu professionnel. Les rumeurs sur l'orientation sexuelle pouvaient ruiner une carrière. Et chez elle, l'idée d'une relation lesbienne était synonyme de scandale. Sophie luttait contre ses démons intérieurs, oscillant entre l'euphorie de l'amour et la culpabilité d'une double vie. Un jour, lors d'un déjeuner familial, la tension éclata subtilement. Marc, marié et père de 2 enfants, lança une pique sur ces modes modernes qui corrompent la société.
En référence à un article sur le mariage pour tous. Sophie sentit son estomac se nouer. Mais elle se tut. Comme toujours. Sa mère renchérit, Dieu merci. Notre famille reste fidèle aux valeurs traditionnelles. Ces mots la hantèrent, accentuant son conflit interne. Elle confia ses tourments à Camille, qui, plus affirmée dans son identité, l'encouragea, tu n'as pas à te cacher. L'amour n'est pas un crime. Mais Sophie, terrifiée par les conséquences, choisit de temporiser, ignorant que son père, hospitalisé pour un cancer avancé, avait perçu son secret. Le père de Sophie, un homme discret mais observateur, avait surpris une conversation téléphonique un soir. Au lieu de la confronter, il avait décidé de la protéger à sa manière. Dans ces dernières semaines, il révisa son testament, léguant à Camille une somme substantielle et la maison de famille en Provence, arguant dans une lettre scellée que l'amour vrai mérite d'être reconnu, quel qu'en soit le prix. Sophie, ignorant tout, continua sa vie bifurquée. Jusqu'à ce jour fatidique chez le notaire. De retour à l'appartement qu'elle partageait secrètement avec Camille, Sophie s'effondra sur le canapé, les larmes coulant enfin librement. Camille la serra dans ses bras. Mais même ce geste réconfortant ne pouvait apaiser la tempête intérieure. Pourquoi a-t-il fait ça? Il savait que ça allait nous détruire, sanglota Sophie. Camille, les yeux emplis de compassion, répondit, peut-être qu'il voulait nous forcer à être libres. Mais la liberté avait un coût, les appels incessants de Marc, les messages accusateurs de sa mère, et le regard des voisins qui, bientôt, sauraient tout. Sophie se demanda si elle avait le courage de affronter ce qui venait. Les jours suivants furent un tourbillon de confrontations. Marc, furieux, engagea un avocat pour contester le testament, arguant une influence indue. Cette femme est une manipulatrice. Elle a profité de la faiblesse de papa, tonna-t-il lors d'une réunion familiale explosive. Sophie, pour la première fois, défendit Camille, vous ne la connaissez pas. C'est quelqu'un de bien. Mais ces mots tombèrent dans le vide, sa mère la regarda comme une étrangère, murmurant, comment as-tu pu nous faire ça? Le conflit moral la déchirait, avait-elle trahi sa famille en aimant Camille? Où étaient ceux qui la trahissaient en refusant son bonheur? Au travail, les rumeurs commencèrent à circuler. Un collègue, apprenant la nouvelle par un article de presse locale, lança une blague déplacée sur les héritages arc-en-ciel. Sophie sentit le sol se dérober, sa carrière, bâtie sur une image impeccable, vacillait. Elle rentra chez elle, épuisée, pour trouver Camille en train de peindre furieusement. Canalisation sa frustration en art. On ne peut pas laisser ça nous briser, dit Camille. Mais Sophie doutait, valait-il la peine de tout perdre pour cet amour? Les semaines s'écoulèrent dans une spirale de tension croissante. Sophie, hantée par les nuits blanches, se surprit à questionner chaque décision passée. Avait-elle été égoïste en gardant le secret si longtemps? Camille, de son côté, affrontait ses propres démons, issue d'une famille ouvrière qui l'avait acceptée telle qu'elle était. Elle ne comprenait pas pleinement la pression bourgeoise qui écrasait Sophie. Tu dois choisir, eux ou nous, lança-t-elle un soir lors d'une dispute âpre, les mots tranchants comme des lames. Sophie recula, blessée. C'est facile pour toi de dire ça. Tu n'as pas tout à perdre, répliqua-t-elle, les larmes aux yeux. Cette confrontation marqua un tournant, pour la première fois. Des fissures apparurent dans leur relation. Camille, sentant la distance grandir, se replia sur son art, passant des heures dans son atelier, ignorant les appels de Sophie. La solitude s'installa,
Amplifiant les conflits internes de Sophie, l'amour valait-il la destruction de ses liens familiaux? Un après-midi pluvieux, Sophie reçut un appel de sa mère. « Viens à la maison. On doit parler, dit Élise d'une voix tremblante. Sophie hésita. Mais le devoir filial l'emporta. À son arrivée dans l'appartement familial, elle trouva Marc et sa mère attablés. Un dossier ouvert devant eux. On a trouvé des preuves, annonça Marc triomphalement. Il s'agissait d'emails entre Sophie et Camille, volés par un détective privé engagé par la famille. Sophie sentit une nausée monter, la trahison était totale. Comment avez-vous osé, s'indigna-t-elle. Mais sa mère, les yeux emplis de douleur, répondit, c'est pour ton bien. Cette relation n'est pas naturelle. Pense à ton avenir, à la famille. Les mots frappèrent Sophie comme un coup de poignard. Elle défendit farouchement son amour, c'est réel. Maman. Plus réel que tout ce que vous m'imposez. Mais Marc enfonça le clou, et l'héritage? Elle t'a manipulé pour ça. Sophie quitta la maison en claquant la porte. Le cœur en miettes, se demandant si elle avait fait le bon choix en aimant Camille. De retour chez elle, elle trouva Camille en train de faire ses valises. Je ne peux plus supporter ça, avoua Camille. La voix brisée. Tes hésitations me tuent. Sophie paniqua. Suppliant, ne pars pas. On peut surmonter ça. Elles passèrent la nuit à discuter, déversant des années de frustration. Camille révéla ses propres peurs, abandonnée par une ex-partenaire à cause de pressions familiales similaires. Elle craignait que l'histoire se répète. Sophie, touchée, promit de se battre. Mais au fond, le doute persistait. Le lendemain, une nouvelle bombe explosa. Un article dans un tabloïd parisien titrait « Scandale chez les bourgeois, une héritière lesbienne et son amour secret ». Les détails étaient sordides, déformés par des sources anonymes, probablement Marc. Sophie, humiliée, vit son téléphone sonner sans relâche, collègues, amis, même d'anciens clients. Au cabinet, son patron la convoqua, ça affecte notre image. Prends du congé. La perte professionnelle s'ajouta au chaos émotionnel. Camille, solidaire, proposa de contester publiquement. Mais Sophie refusa, terrifiée par l'exposition. Et si on perd tout, murmura-t-elle. Leur relation, autrefois havre de paix, devenait un champ de bataille. Une soir, lors d'une promenade le long de la Seine, Camille confronta Sophie, « Es-tu prête à tout sacrifier pour nous ?» Sophie hésita. Et cette pause fut une trahison muette. Camille s'éloigna, laissant Sophie seule avec ses regrets. Les jours suivants, Sophie sombra dans une dépression larvée. Elle évitait les miroirs, hantée par l'image d'une femme brisée. Sa mère appela à nouveau, proposant une thérapie de conversion, une idée absurde qui la révolta. « Je ne suis pas malade », hurla-t-elle avant de raccrocher. Ce rejet familial accentua son isolement, elle se surprit à questionner son orientation, était-ce une phase? Ou une vérité profonde? Camille, de son côté, luttait contre la tentation de tout abandonner. Une amie lui conseilla de partir, arguant que Sophie n'était pas prête. Mais l'amour persistait, un fil ténu au milieu du chaos. Elles se retrouvèrent dans un café discret, où Camille posa un ultimatum, « Choisis-moi ou perds-moi. » Sophie, les larmes coulant, répondit, « Je t'ai déjà choisi. » Mais les mots sonnaient creux, masquant les sacrifices à venir. Bientôt, le procès pour le testament commença. Marc, représenté par un avocat agressif,
accusa Camille d'avoir influencé le père. Sophie, appelée à témoigner, se retrouva face à un dilemme moral, dire la vérité et exposer leur relation, ou mentir pour protéger sa famille. Elle choisit la vérité. Déclarant sous serment, « Papa savait pour nous. » Et il approuvait. La salle murmura. Et Marc la foudroya du regard. Ce moment de courage libéra Sophie. Mais à quel prix? À la sortie du tribunal, des journalistes l'assaillirent. « Êtes-vous fier de détruire votre famille ?» cria l'un d'eux. Sophie, tremblante, s'enfuit, se réfugiant chez Camille. Elle s'enlacèrent. Mais la victoire était amère, les blessures étaient trop profondes. Sophie se demanda si l'amour pouvait guérir les cicatrices de la trahison. Le verdict tomba comme un coup près, le testament était valide. Camille héritait de la maison en Provence et d'une somme conséquente. Mais la famille était divisée à jamais. Marc, furieux, jura de couper les ponts avec Sophie, « Tu n'es plus ma sœur. » Sa mère, effondrée, murmura, « J'espère que tu regretteras. » Sophie, victorieuse sur le papier, se sentait vaincue intérieurement, les choix qu'elle avait faits l'avaient isolée. Et le poids de la solitude la écrasait. Camille, émue par le soutien de Sophie au tribunal, tenta de recoller les morceaux. Elles passèrent un week-end en Provence, dans la maison nouvellement héritée, espérant retrouver leur intimité. Les vignes environnantes et le soleil méditerranéen offraient un répit. Mais les fantômes du passé hantaient Sophie. « Et si j'avais tout gâché ?» confia-t-elle un soir, allongée près de Camille. Celle-ci répondit, « Tu as choisi l'authenticité. » C'est courageux. Mais Sophie doutait, les maux de tête récurrents et l'insomnie témoignaient de son tourment psychologique. De retour à Paris, les pressions sociales s'intensifièrent. Des amis d'enfance la snobèrent, invoquant des valeurs incompatibles. Au travail, bien que réintégrée, les regards en coin la minaient. Sophie consulta une thérapeute, qui diagnostiqua un stress post-traumatique lié à l'homophobie internalisée. « Vous avez internalisé les jugements de votre famille », expliqua la professionnelle. Sophie hocha la tête, réalisant combien les normes sociétales l'avaient formatée. Camille, quant à elle, affrontait ses propres défis. Sa carrière artistique décollait grâce à une exposition. Mais les ragots sur l'héritière lesbienne attiraient une attention malsaine. Une critique acerbe dans un journal l'accusa d'opportunisme, l'art au service de l'héritage. Blessée, elle confronta Sophie, « Ton monde nous empoisonne. » Leur dispute escalada, révélant des frustrations accumulées. Sophie accusa Camille de ne pas comprendre. Et Camille rétorqua, « Tu regrettes, nous ?» La nuit se termina en larmes, avec une réconciliation fragile. Un tournant inattendu survint quand Sophie reçut une lettre de son père, remise par le notaire. « Ma chère Sophie, je sais pour Camille. Sois fière de qui tu es. L'argent n'est rien comparé à la liberté. » Ces mots la bouleversèrent, déclenchant une prise de conscience. Elle décida de confronter sa famille une dernière fois. Chez sa mère, elle déclara, « J'aime Camille. Et ça ne changera pas. » Élise, les yeux baissés. À voix, « J'ai peur pour toi. » Dans ce monde. Pour la première fois, un dialogue s'ouvrit. Mais Marc resta inflexible. Les mois suivants virent une escalade des conflits. Marc, amer, diffusa des rumeurs sur les réseaux sociaux, amplifiant les préjugés. Sophie, outrée, porta plainte pour diffamation. Mais le processus la draina. Camille la soutint. Mais leur relation souffrait, les disputes sur l'avenir mariage,
enfant révélait des divergences. Je veux une famille, admit Sophie. Mais Camille hésitait. Traumatisée par son passé. Une trahison majeure frappa quand une amie commune, jalouse, révéla à la presse des détails intimes. Sophie se sentit violée. Et Camille, furieuse, accusa Sophie de négligence. Tu aurais dû être plus prudente, cria-t-elle. Sophie, effondrée, s'isola, questionnant si l'amour valait ses dommages constants. Finalement, une réconciliation émouvante eut lieu lors d'une exposition de Camille. Sophie, y assistant malgré tout, déclara publiquement son amour. La foule applaudit. Mais en privé, les doutes persistaient. Sommes-nous assez fortes, murmura Sophie. Camille répondit par un baiser. Mais le chemin vers la guérison était long. Les tensions culminèrent lors d'une réunion familiale forcée en Provence. Marc, Élise et Sophie se retrouvèrent dans la maison. Symbole de la discorde. Marc attaqua, cette maison est à nous. Pas à ton ami. Sophie défendit Camille. Absente pour éviter l'escalade, papa voulait que je sois heureuse. Élise, médiatrice, proposa un compromis, partager l'héritage. Mais Marc refusa. Révélant un secret, il avait des dettes. Et l'argent était vital. Ce aveu changea la dynamique. Sophie, compatissante, offrit une part. Mais à condition d'accepter sa relation. Marc explosa, jamais. C'est contre nature. La dispute vira au chaos. Avec des accusations volantes. Sophie quitta la maison. Le cœur lourd. Réalisant que certains liens étaient irrémédiablement brisés. De retour à Paris, Camille et elle affrontèrent une crise personnelle. Camille reçut une offre d'exposition à New York, impliquant un déménagement temporaire. Viens avec moi, proposa-t-elle. Sophie hésita, son travail, sa thérapie. Et si on se perd, répondit-elle. Ce dilemme moral la tortura, sacrifier sa carrière pour l'amour? Ou risquer la séparation? Elle choisit de rester. Et Camille partit seule, promettant de revenir. Les mois de distance amplifièrent les doutes. Des appels nocturnes devinrent des disputes, Camille accusait Sophie de lâcheté. Et Sophie reprochait à Camille son égoïsme. Une nuit, Camille avoua une tentation, une artiste américaine l'avait approchée. Sophie, jalouse, raccrocha, se sentant trahie. La solitude força Sophie à une introspection profonde. Elle rejoignit un groupe de soutien LGBT, où des histoires similaires la réconfortèrent. Le rejet fait mal. Mais l'acceptation de soi guérit, partagea une membre. Sophie commença à s'affirmer, publiant un article sur son expérience pour un magazine. Camille revint. Changée. J'ai réalisé que sans toi, rien n'a de sens, confia-t-elle. Elles se réconcilièrent. Mais les cicatrices restaient. Une confrontation finale avec la famille eut lieu, Sophie invita sa mère à un dîner avec Camille. Élise accepta. Et pour la première fois, un échange sincère s'instaura. Je t'aime. Mais j'ai besoin de temps, dit Élise. Marc, absent, symbolisait la perte irréparable. Les femmes décidèrent de se marier civilement. Un acte de défiance. La cérémonie, intime, fut un moment de joie pure. Mais Sophie se demanda si c'était suffisant pour effacer les dommages. Les années suivantes apportèrent une paix relative. Mais les échos des conflits persistaient. Sophie et Camille construisirent une vie ensemble, adoptant un enfant via GPA, défiant les normes,
La famille se réconcilia partiellement, Élise visita, apprenant à connaître Camille. Mais Marc resta distant. Une plaie ouverte. Sophie, promue associée, utilisa son influence pour défendre les droits LGBT, transformant sa douleur en action. Camille prospéra artistiquement, ses toiles reflétant leur lutte. Pourtant, des moments de doute surgissaient, lors d'un anniversaire. Sophie confia, « Ai-je payé trop cher ?» Camille répondit, « Le prix de la liberté est élevé. Mais il en vaut la peine. » Leur relation, forgée dans le feu, devint un témoignage de résilience. Mais les questions morales hantaient. Avait-on le droit de briser une famille pour l'amour personnel? Les choix de Sophie, vérité contre secret. Amour contre tradition, étaient-ils justes? Finalement, en regardant leur fille jouer, Sophie trouva une sérénité. L'amour avait triomphé. Mais à quel coût? Était-il juste de prioriser son bonheur personnel au détriment des liens familiaux? Ou les traditions oppressives méritaient-elles d'être challengées?